I think the one I enjoyed reading more than anything. My husband, he does it brilliantly. He can do all the voices. Je n'aurais jamais imaginé qu'un seul instant puisse à ce point bouleverser ma vision du palais. Pourtant, tout a commencé par une découverte aussi inattendue que troublante par son silence. Pas d'alarme, pas de spectacle public, juste un message m'appelant vers un lieu que je fréquentais rarement et dont j'aurais préféré oublier l'existence. Assise là, j'ai compris que certaines vérités se révèlent non par le bruit, mais par un silence oppressant qui précède la tempête. Ce qui m'a frappé d'emblée, c'est ce sentiment que quelque chose clochait avant même d'avoir lu le moindre document. Le palais a son propre rythme, sa propre respiration, et ce matin-là, cette respiration semblait irrégulière. J'ai tenté de rester rationnel, de me convaincre qu'il s'agissait sans doute d'un malentendu, d'une erreur administrative, quelque chose qui se réglerait en quelques coups de fil. Mais au fond de moi, je savais déjà qu'il y avait anguille sous roche. La façon dont tout était organisé, avec trop de soin, trop de précision, ne laissait aucune place au hasard. Lorsque j'ai ouvert les premiers fichiers, mes soupçons se sont confirmés. Ce que j'ai vu n'était pas un ensemble disparate d'informations, mais un schéma. Une série de décisions d'ajustement et d'intervention qui, pris individuellement, semblaient anodins mais qui ensemble formaient un tout inquiétant. J'ai senti ma confiance que j'avais tenue pour acquise pendant des années commencer à s'éroder. Non pas brutalement mais lentement, comme si l'on avait fait s'effondrer sous mes pieds, pierre par pierre. Je repensais à des moments que j'avais auparavant négligés. Des réunions soudainement reportées, des propositions restées à l'état d'ébauche, des conversations qui ne s'étaient pas déroulées comme prévu. J'avais toujours attribué cela à la complexité de l'institution, à l'inertie de la tradition. À présent, je voyais autre chose, une main qui guidait subtilement, juste assez pour donner une direction sans être visible. Cette prise de conscience était peut-être encore plus troublante que le contenu lui-même. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que cette découverte ne me concernait pas seulement. Il ne s'agissait pas de simple contrariété personnelle ni d'orgueil blessé. Il s'agissait de la manière dont le pouvoir s'exerçait au sein d'un système qui prétend garantir stabilité et continuité. J'ai commencé à me demander depuis combien de temps cela durait et qui d'autre en avait été affecté à son insu. Combien de décisions avaient été influencées sans que personne n'ait une vision d'ensemble. En poursuivant ma lecture, j'éprouvais un mélange de colère et d'incrédulité. Colère car la confiance avait été trahie. Incrédulité car cela avait été fait avec une telle subtilité. Il ne s'agissait ni de chaos ni d'incompétence, mais d'un réseau d'influences savamment orchestré. Je me demandais comment j'avais pu passer à côté de cela, comment nous avions tous pu passer à côté. Mais c'est peut-être précisément là le pouvoir de ce genre de structure. Elle prospère dans la normalité, dans le quotidien, dans ce que personne ne remet en question. Mes pensées se tournèrent de plus en plus vers les implications plus larges. Qu'est-ce que cela signifie pour une institution fondée sur l'idée d'unité? Que se passe-t-il lorsque cette unité est érodée de l'intérieur? Je ressentais une responsabilité croissante, lourde et inéluctable. Non seulement celle de comprendre ce qui s'était passé, mais aussi celle de décider comment y remédier. Car désormais, ne rien faire était aussi un choix, et peut-être le plus dangereux. Dans cette première phase de découverte, il n'y avait ni plan, ni voie claire à suivre. Il y avait seulement la certitude que quelque chose clochait fondamentalement. J'étais au début d'un processus qui allait tout bouleverser ma relation avec le palais, avec ma famille et avec le rôle qui serait un jour le mien. J'ignorais encore jusqu'où cela irait, mais je sentais que revenir à l'ignorance n'était plus envisageable. Cette prise de conscience, ce bouleversement silencieux et pourtant si profond, a marqué le véritable début de cette histoire. Non pas le moment où le monde extérieur s'en apercevrait, mais celui où je ne pouvais plus détourner le regard. Dès lors, il n'y eut plus de doute confortable, seulement la confrontation brutale avec une vérité qui avait trop longtemps sommeillé dans l'ombre. Et je le savais déjà, ce que j'avais vu me contraindrait à changer, mais aussi à terme tout le système dans lequel je vivais. Plus j'approfondissais mes découvertes, plus le tableau devenait clair et simultanément plus inquiétant. Ce qui semblait au départ n'être que des décisions isolées et des frictions fortuites s'est révélé être un réseau de pouvoirs occultes actifs depuis des années. J'ai compris que cela n'était possible que parce que cela correspondait parfaitement à la nature même du palais hiérarchique discret et fondé sur la confiance. Ces caractéristiques même le rendaient vulnérable à la manipulation. J'ai constaté que l'influence ne s'exerçait pas par des ordres explicites, mais par de subtiles modifications. Un ordre du jour légèrement remanié. Une note de service transmise avec un peu de retard. Une conversation censée avoir déjà eu lieu alors qu'elle ne l'avait pas été. Pris individuellement, ces actes n'avaient pas grande importance, mais ensemble, ils créaient un courant invisible qui orientait les décisions dans une certaine direction. Le plus troublant,
était la normalité apparente de la situation. Personne ne s'est inquiété car rien ne semblait anormal. En tentant de comprendre ce schéma, j'ai réalisé que ce réseau ne pouvait exister que grâce à des loyautés officieuses. Des personnes agissaient non par devoir envers la couronne, mais par attachement personnel. Cela le rendait plus dangereux qu'une lutte de pouvoir formelle. Il ne s'agissait pas d'un conflit de titres ou de position, mais de convictions et d'intérêts qui s'étaient enracinés en coulisses. Je me suis demandé combien de personnes savaient ce qu'elles faisaient et combien pensaient simplement agir pour le bien. Cela m'a fait réfléchir à la nature du pouvoir au sein des institutions traditionnelles. Le pouvoir n'a pas besoin d'être bruyant pour être efficace. En réalité, plus il agit discrètement, plus il est difficile à combattre. J'éprouvais un malaise croissant à l'idée que ce réseau ait existé si longtemps sans que personne n'en ait une vision d'ensemble. Peut-être que chacun n'en avait aperçu qu'un fragment trop petit pour susciter l'inquiétude trop vague pour être nommé. Ce qui m'a le plus frappé personnellement, c'est de découvrir que ce réseau n'était pas neutre. Il avait une direction et un objectif bien précis. Mon rôle, ainsi que celui de Catherine, avait été systématiquement affaibli. Des initiatives que nous jugions importantes disparaissaient dans les méandres de la bureaucratie. Des propositions susceptibles d'insuffler énergie et innovation étaient bloquées sans raison apparente. J'avais toujours perçu cela comme une résistance au changement, mais je comprenais maintenant qu'elle était activement orchestrée. J'ai commencé à me demander comment ces dernières années auraient été différentes sans cette force invisible qui s'y opposait. Combien de temps avait été perdu? Combien de confiance s'était érodée lentement sans que personne ne le veuille consciemment? Ces questions m'ont empli de colère et de tristesse. L'idée que des personnes que l'on côtoie quotidiennement qui sourient et hochent poliment la tête contribuent simultanément à ma marginalisation était comme un coup dur. Pourtant, je devais me contraindre à rester rationnel. À ce stade, l'émotion ne pouvait me guider. Il me fallait une vision d'ensemble et une intuition. J'ai commencé à établir des liens, à associer des noms à des décisions et à déceler des schémas dans la communication. C'était comme si je reconstituais un puzzle dont j'ignorais l'existence. Chaque nouvelle pièce complétait l'image tout en la rendant plus complexe. Je me demandais de plus en plus comment cela finirait. Démanteler un réseau clandestin n'est pas sans conséquences. Chaque étape engendrerait des troubles, chaque révélation blesserait ceux qui se croyaient à l'abri. Pourtant, j'étais de plus en plus convaincu que l'inaction n'était plus envisageable. Les dégâts déjà causés en étaient la preuve. Si cela continuait, la monarchie serait ébranlée jusque dans ses fondements. Au terme de cette phase de prise de conscience, j'ai été confronté à une vérité dérangeante. Le problème ne résidait pas dans une seule personne, ni dans une seule décision, mais dans une culture qui privilégiait le silence et la loyauté envers certains individus au détriment de la transparence. Cette prise de conscience m'a poussé à dépasser la recherche de coupables et de punisseurs. Il s'agissait désormais de guérison, de mettre au jour des structures qui n'auraient jamais dû être révélées. Je savais que la prochaine étape était inévitable, je ne pouvais pas supporter cela seul. La vérité devait éclater d'abord à huis clos, peut-être plus tard publiquement. Mais à cet instant, alors que je commençais à saisir l'ampleur de ce réseau occulte, je ressentais avant tout le poids de la responsabilité. C'était plus grand que moi, plus grand que mes conflits personnels. Il s'agissait de l'avenir d'une institution qui ne peut survivre que si elle accepte d'affronter ses propres zones d'ombre. Plus je tentais de comprendre les mécanismes sous-jacents, plus il me paraissait évident que les conséquences n'étaient pas abstraites, mais profondément personnelles. Ce qui s'était révélé être un jeu d'influence stratégique était en réalité une forme de trahison visant précisément les relations qui présupposent la confiance et la protection. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question de pouvoir au sein de l'institution, mais de la destruction délibérée des liens familiaux. Et cette prise de conscience m'a profondément marqué bien plus que toute implication politique. J'ai commencé à discerner des schémas dans des moments qui m'avaient auparavant déconcerté. La distance parfois inexplicable, la tension palpable dans les conversations sans raison apparente, l'impression que les mots n'atteignaient pas leur destinataire. Tout ce que j'avais longtemps interprété comme un malentendu ou une distance émotionnelle prenait désormais un tout autre sens. L'idée que ces failles n'étaient pas apparues spontanément mais délibérément créées rendait difficile de garder son calme. La prise de conscience la plus douloureuse fut celle d'un abus de vulnérabilité. Au sein de chaque famille, a fortiori d'une famille publique, il existe des moments de doute, de chagrin et d'incertitude. Ce sont précisément ces moments qui se sont révélés avoir été exploités de manière stratégique. Non par la confrontation directe, mais par une guidance subtile, par des suggestions, un timing parfait et l'isolement discret de voix susceptibles d'apporter un équilibre. Je me suis demandé combien de fois moi ou d'autres avions cru qu'une décision était logique, alors qu'en réalité, cette logique était dictée par des influences invisibles. Ce qui me hantait, c'était la pensée de ce qui aurait pu être. Comment les relations auraient-elles évolué si cette intervention n'avait pas eu lieu? Combien de conversations n'ont jamais eu lieu, combien de malentendus jamais résolus?
La prise de conscience que du temps avait été délibérément volé me semblait presque irréparable. On peut révéler la vérité plus tard, mais les moments perdus ne reviennent jamais. J'ai beaucoup pensé à Catherine pendant cette période, non seulement comme ma partenaire, mais aussi comme une personne qui avait rempli son rôle avec un dévouement sincère. Savoir que son engagement avait été délibérément sapé, que sa présence était limitée et son influence amoindrie m'a profondément touché. Il ne s'agissait pas seulement de position ou de visibilité, mais de respect. Je me suis demandé combien de fois elle s'était demandé ce qu'elle faisait de mal, alors que le problème ne venait jamais d'elle. Dans le même temps, une vérité dérangeante m'a été révélée. J'avais manqué des signaux. Il m'était arrivé de douter de ma propre perception et de rationaliser ce doute. Peut-être parce qu'il était plus facile de croire que tout était compliqué que d'accepter que ce soit intentionnel. Cette prise de conscience a engendré non seulement de la colère, mais aussi de la honte. Car la trahison prospère souvent non seulement par les actes, mais aussi par le silence. J'ai commencé à comprendre que tout cela ne découlait pas d'une intervention radicale, mais d'une longue série de petits choix. Et c'est précisément cette accumulation qui a rendu la situation si destructrice. Il n'y avait pas eu un seul moment où l'on aurait pu dire « voilà où tout a commencé ». Le problème s'était développé à l'ombre des bonnes manières et des traditions. C'est ce qui rendait la situation si difficile à cerner sans tout remettre en question d'un coup. Face à cette réalité, ma détermination s'est renforcée. Non par vengeance, mais par sens des responsabilités. Si une telle chose pouvait se produire au sein même de ma famille, au cœur de l'institution, qu'est-ce que cela révélait de la fragilité du monde extérieur? Il m'est apparu clairement que la vérité, aussi douloureuse fût-elle, était la seule voie à suivre. Non pas pour accuser, mais pour guérir. Je sentais approcher le moment où je ne pourrais plus porter ce fardeau seul. La trahison prospère dans l'isolement mais perd de son pouvoir lorsqu'elle est partagée. Pourtant, je savais que partager aurait aussi des conséquences. Cela mettrait à rude épreuve les relations, testerait les loyautés passées et pourrait créer des ruptures irréparables. Cette conscience ne rendait pas la décision plus facile, mais elle la rendait nécessaire. À la fin de cette phase, une chose était devenue incontournable, il ne s'agissait pas d'un problème intérieur qui disparaîtrait de lui-même. Il était devenu trop profondément enraciné, trop destructeur. Pour parvenir à une véritable unité, il fallait d'abord dire la vérité aussi difficile fût-elle. Et je savais que l'étape suivante serait la plus ardue, confronter la personne qui m'était la plus chère, celle qui serait aussi la plus profondément affectée par ma découverte. La confrontation avec mon père a été le déclic. Jusque-là, j'avais surtout abordé la vérité de manière intellectuelle comme un problème complexe à résoudre. Mais face à lui, toute analyse détachée s'est évanouie. Il ne s'agissait plus de structures ou de réseaux, mais d'une relation mise à rude épreuve depuis des années sans que nous en comprenions vraiment la raison. J'ai ressenti le poids de mes mots avant même de les prononcer. Ce qui rendait cette réunion si difficile, ce n'était pas seulement ce que j'avais à dire, mais aussi le déchaînement de réactions que cela allait provoquer. Mon père avait porté toute sa vie le poids des responsabilités du deuil et des attentes du public. Je savais que mes découvertes terniraient non seulement l'image qu'il avait du palais, mais aussi l'image qu'il avait de lui-même. Pourtant, je ne pouvais plus me taire. Garder le silence aurait signifié me rendre complice de ce qui avait causé tant de mal. J'ai commencé avec prudence, non par peur, mais par respect. J'ai remarqué son attention soutenue, comme s'il pressentait déjà au fond de lui que quelque chose clochait profondément. Tandis que je poursuivais, j'ai vu son attitude changer. Non pas par colère ou déni, mais par une prise de conscience grandissante, les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Cela rendait le moment d'autant plus douloureux, car la lucidité apporte non seulement la clarté, mais aussi le regret. Le plus difficile était d'évoquer ce qui ne s'était jamais produit. Les conversations jamais eues, les tentatives de rapprochement restaient vaines. J'ai vu à quel point cela l'affectait d'une manière qu'aucune discussion formelle n'aurait pu égaler. Il ne s'agissait pas de politique ou de protocole, mais de temps perdu entre un père et son fils. Un temps irrécupérable aussi sincère que soient les regrets. J'éprouvais un mélange de colère et de compassion. De la colère pour ce qui nous avait été pris, de la compassion car je comprenais sa vulnérabilité. Le pouvoir ne protège pas de la manipulation, surtout lorsqu'elle se masque sous des airs de bienveillance et de loyauté. Cette prise de conscience fut aussi humiliante que libératrice pour lui. Cela signifiait qu'il avait commis des erreurs, mais aussi qu'il n'était pas le seul responsable. Il avait été trompé comme tant d'autres. Au fil de la conversation, la tension est devenue palpable. Non pas à cause d'un désaccord, mais parce que les implications étaient immenses. Ce qui se disait était insupportable. Je sentais qu'il se débattait avec cette question cruciale: quelles conséquences cela aurait-il pour son mariage, pour son rôle, pour la stabilité de la couronne? Il ne s'agissait pas d'une considération théorique, mais d'un dilemme moral sans solution facile. J'ai essayé de faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d'imposer un choix sous le coup de l'émotion, mais de responsabilité.
de se demander s'il est possible de diriger une institution sans être prêt à affronter la vérité même lorsqu'elle nous touche de près. Je me suis posé la même question: si j'étais à sa place plus tard, aurais-je le courage d'en faire autant? La réponse devait apparaître clairement. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le silence qui a suivi. Aucune réaction défensive, aucune excuse, juste un silence empreint de réflexion et de chagrin. Dans ce silence, je n'ai pas vu le roi, mais un père qui comprenait qu'il avait trop longtemps privilégié la paix à la vérité. Cette prise de conscience a changé quelque chose entre nous. Pas immédiatement la confiance, mais l'honnêteté. Et l'honnêteté, j'ai compris, est souvent le début de la guérison, non la fin. Au terme de cette conversation, aucune décision définitive n'avait été prise. C'était impossible. Certains choix prennent du temps, aussi urgents soient-ils. Mais quelque chose de fondamental avait changé. La vérité était désormais au grand jour, non plus une accusation, mais un fardeau partagé. Je savais que cette conversation marquait un tournant. Non pas parce qu'elle résolvait tout, mais parce qu'elle rendait impossible tout retour à l'ignorance. En quittant la pièce, je n'éprouvais pas du soulagement, mais une lucidité nouvelle. Le chemin à parcourir serait difficile, semé d'embûches et de conséquences douloureuses. Pourtant, je savais que ce moment était nécessaire. Sans cette confrontation, chaque pas suivant aurait été vain. Cette vérité enfin exprimée, aussi crue fût-elle, offrait un fondement solide sur lequel bâtir. Ce que cela impliquerait précisément, je l'ignorais encore. Mais je savais que le silence avait perdu son emprise. Après ma conversation avec mon père, j'ai eu l'impression que la réalité s'était scindée en deux. D'un côté, le monde silencieux et clos du palais, où les décisions mûrissaient lentement et où chaque mot était pesé avec soin. De l'autre, le monde extérieur, ignorant tout de ce qui se tramait mais ressentant tout. La tension était presque palpable. Je remarquais que chaque mouvement, chaque regard du personnel, chaque réunion inhabituelle était scruté et commenté à voix basse. Il était clair que ce qui avait commencé en interne ne le resterait pas longtemps. J'ai observé la réaction du système dès l'apparition de l'incertitude. Les protocoles se sont durcis, les ordres du jour ont été remaniés, la communication centralisée. C'était compréhensible, mais cela ressemblait aussi à un réflexe dont je me méfiais désormais. C'était précisément cette volonté de tout contrôler qui avait permis à ce problème de perdurer si longtemps. Je me demandais si nous agissions réellement différemment ou si nous cherchions simplement à mieux dissimuler ce qui finirait inévitablement par être révélé. Les médias ont commencé à poser des questions avant même d'avoir des réponses. Non pas parce qu'il y avait eu des fuites, mais parce que des tendances se dessinaient. Les journalistes se sont formés pour repérer les anomalies, et elles étaient si nombreuses, des rassemblements inhabituels, une distance notable entre des personnes qui apparaissaient habituellement ensemble, une réticence générale à se montrer en public. J'ai compris qu'à notre époque, le silence n'est plus synonyme de neutralité, mais qu'il est en soi un signal. Plus ce silence se prolongeait, plus les spéculations allaient bon train. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle l'histoire a pris une tournure inattendue. Les analystes ont comblé le vide par des suppositions, les commentateurs ont évoqué des luttes de pouvoir et des trahisons, et les réseaux sociaux se sont enflammés. Certaines conclusions étaient proches de la vérité, d'autres complètement à côté de la plaque. Pourtant, je n'ai ressenti aucune envie d'intervenir. Toute déclaration prématurée aurait simplifié, voire déformé le problème. Et on ne pouvait pas réduire cette situation à un simple récit. Pendant ce temps, au sein du palais, la pression montait. Les conseillers évoquaient les risques, les précédents, les atteintes à la réputation. J'entendais ces mots, mais j'avais le sentiment qu'ils passaient à côté de l'essentiel. Il ne s'agissait pas seulement d'apparence, mais de réalité. Je me demandais sans cesse quel est le prix de la transparence et quel est le prix de son absence. La réponse s'éclaircissait de jour en jour. J'ai remarqué que les gens commençaient à prendre position, parfois subtilement, parfois ouvertement. Des loyautés tenues pour acquises depuis des années étaient remises en question. Certains cherchaient la distance, d'autres la proximité. Cela a révélé à quel point le pouvoir dépend de la perception. Dès que cette perception vacille, tout bascule. Cette prise de conscience était à la fois troublante et éclairante. Elle a montré combien même les structures les plus solides peuvent être fragiles. Dans le même temps, j'ai ressenti un soutien inattendu du public avant même la diffusion de toute information officielle. Non pas fondée sur des faits, mais sur un désir de vérité. Les gens peuvent être critiques, parfois durs, mais ils savent aussi reconnaître la sincérité. Je me suis demandé si nous ne l'avions pas sous-estimé trop longtemps. Peut-être la peur de la vérité avait-elle toujours été plus forte que la réaction elle-même. La tension était telle que reporter la décision était devenu une fatalité. Chaque jour d'incertitude creusait un fossé entre le réel et le supposé. Je sentais combien cela affectait mon père. Non seulement en tant que roi, mais aussi en tant qu'homme contraint de vivre avec la certitude que chaque décision serait irréversible. Je compris que ce n'était pas seulement mon combat, mais le nôtre. Et pourtant, je savais que quelqu'un devait prendre les devants.
Durant cette phase, il m'est apparu clairement qu'une crise institutionnelle débute rarement par une seule erreur majeure. Elle résulte d'une série de petites concessions destinées à maintenir le calme, mais qui au final étouffent à la vérité. Nous étions désormais confrontés au défi inverse, laisser le mécontentement régner pour rétablir l'intégrité. Cela semblait contre-intuitif, mais aussi nécessaire. Sans ce mécontentement, aucun changement véritable ne serait possible. Au terme de cette période de suspense et d'attente, j'ai senti que le temps de l'analyse était révolu. Les faits étaient là, l'impact palpable, le monde entier nous observait, même s'il ignorait encore précisément de quoi il s'agissait. Restait à savoir si nous aurions le courage de franchir le pas suivant. Pas à moitié, pas de manière détournée, mais clairement et résolument. Je savais que ce choix approchait et qu'il déterminerait tout ce qui serait possible par la suite. Le moment où il devint évident qu'il n'y avait plus de retour en arrière ne s'est pas fait attendre ni par des fanfares, ni par des annonces spectaculaires. Il est arrivé avec une clarté intérieure dont la simplicité m'a surprise. Tout ce qui devait être examiné, discuté et pesé était désormais sur la table. Les faits étaient de clairs, les conséquences douloureuses mais gérables. Restait le choix. Et je comprenais que ce choix déterminerait non seulement l'issue de cette crise, mais aussi la manière dont la monarchie se rapporterait à la vérité et au pouvoir à l'avenir. Je sentais le poids de l'histoire peser sur mes épaules, non pas comme un concept abstrait, mais comme une succession de leçons qui se répètent sans cesse. Les institutions qui survivent ne le font pas parce qu'elles ne commettent jamais d'erreurs, mais parce qu'elles sont prêtes à se corriger au moment décisif. Je me suis demandé combien de fois par le passé, on avait préféré le silence à un calme apparent, tandis que les dégâts sous-jacents s'aggravaient. Cette fois, cela ne pouvait plus se reproduire. La décision de privilégier la vérité au confort me paraissait à la fois logique et terrifiante. Logique, car tout ce qui est caché finit par être révélé. Terrifiante, car la transparence est imprévisible. On ne peut contrôler ses réactions, filtrer ses émotions, ni maîtriser pleinement les conséquences. Pourtant, j'ai commencé à comprendre que c'est précisément cette incontrôlabilité qui est au cœur de la véritable intégrité. Si tout est contrôlable, c'est probablement aussi manipulable. J'ai pensé à la génération suivante. Quel exemple laisserions-nous ? Une monarchie qui se protège par le silence ou une monarchie qui tire sa légitimité de l'honnêteté, même quand elle est douloureuse ? Cette question est devenue de moins en moins théorique pour moi. Elle touchait à ma responsabilité en tant que futur dirigeant, mais aussi en tant que père conjoint et être humain. Qu'enseigne-t-on à ses enfants si l'on évite les vérités difficiles ? Choisir la vérité ne signifiait pas chercher les coupables pour les punir, mais reconnaître le préjudice pour permettre la guérison. Cette distinction était essentielle. La vengeance détruit tandis que la reconnaissance ouvre la voie au changement. Je ne voulais pas que cette décision soit perçue comme une prise de pouvoir ou une vengeance personnelle. Il fallait qu'il soit clair qu'il s'agissait de protéger les valeurs fondamentales de l'institution et non de protéger les individus qui la composent. J'ai constaté que ma peur cédait peu à peu la place à la détermination. Non pas parce que l'issue était certaine, mais parce que la reporter ne me semblait plus justifiable. Chaque instant de silence supplémentaire donnerait l'impression que nous privilégions une fois de plus la facilité à la responsabilité. Et cela serait au final bien plus dommageable que n'importe quelle révélation. Le monde est critique, mais il est aussi assez perspicace pour déceler la tiédeur. Une fois la décision prise, je n'ai pas ressenti de triomphe, mais une paix intérieure. Une paix sereine née de la conscience que faire ce qui est juste est rarement confortable. Je savais qu'il y aurait des critiques que certains verraient chez cette mesure comme déstabilisante, voire destructrice. Pourtant, j'étais convaincu qu'à long terme, ce moment précis serait perçu comme une correction nécessaire. Un moment où la monarchie démontrerait qu'elle n'est pas au-dessus de ses propres valeurs, mais qu'elle leur est subordonnée. Je me suis posé une dernière question, peut-être la plus importante: si cette vérité n'est pas dite maintenant, quand le sera-t-elle? Et si nous n'osons pas, qui le fera? La réponse était dérangeante mais claire. Le moment était venu, imparfait, douloureux mais inévitable. Et parfois, l'inévitabilité est précisément ce qu'il faut pour enfin aller de l'avant. Quand tout s'est enclenché, je n'ai pas ressenti de soulagement, mais une responsabilité absolue. La suite ne dépendait pas entièrement de moi, mais le choix de ne plus détourner le regard m'appartenait. Et ce choix, je le savais, allait tout changer.